Bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Dévélancez-vous. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique que, que je vous ai proposée, donc débat d'idées. L'idée de débat d'idées, rapidement pour présenter la rubrique, c'est de partager, comme j'aime souvent dire, partager, échanger sur différents thèmes. Dans Dévélancez-vous, j'ai commencé par des interviews euh, avec des profils. Je suis allé à la rencontre des profils. J'ai rencontré des profils aussi via Internet, où on a eu des échanges très intéressants. Et donc, pour la suite, pour l'autre étape de Dévélancez-vous, c'est de proposer une autre façon de partager des sujets avec les personnes concernées, pas seulement, mais aussi avec des personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, par l'emploi, par l'émancipation du monde, et pas que les personnes handicapées, visuelles, malvoyantes ou non-voyantes, mais vraiment un échange sur 360 degrés. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Yves Wansi. Pour ceux qui me connaissent, je vis à Strasbourg. Je suis malvoyant comme certains parmi vous et je suis un entrepreneur social et solidaire. Et j'ai la chance d'être handicapé, comme j'aime souvent le dire, parce que mon handicap me donne toujours l'opportunité de rencontrer des gens, de voyager, de faire des choses qui me plaisent. Je suis assez indépendant, justement. Je dois cette indépendance grâce à mon handicap. Donc voilà. Je vais déjà commencer peut-être par laisser vous présenter en commençant par celle qui n'est pas près de nous, Marie qui est très loin dans de l'autre côté du monde. Bonjour Marie. Bonsoir Yves, bonsoir à toutes. Ah, c'est bonsoir Eh chez bien, toi, oui, pardon. Bonsoir Marie. bonsoir chez moi, bonjour chez vous. Euh, euh, Moi, je m'appelle Marie-Françoise Pierre. Je suis ingénieure de formation en environnement et je suis formatrice et consultante en développement durable. Je suis déficiente visuelle depuis un certain nombre d'années et voilà, je vis avec, en tous les cas, j'entreprends avec, avec plaisir et une certaine forme aussi d'adaptation. Je pense qu'on le verra. Ensuite, Céline. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis malvoyante de naissance et après avoir été notamment journaliste et enseignante, aujourd'hui, je suis entrepreneuse. J'ai ma propre entreprise de coaching, mais aussi de formation sur toutes les thématiques qui concernent finalement l'accessibilité et la communication accessible à la fois aux personnes déficientes visuelles, mais aussi aux personnes rencontrant tout type de handicap et de difficultés. Merci. Et Arlande, que je connais aussi un petit peu. Merci Yves. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à toutes. Bonjour. Donc je suis dans Arlande Yorguer, installée pas loin de Yves, finalement, dans l'est de la France. J'ai monté mon cabinet d'accompagnement marketing, d'action marketing, sur l'aspect donc développement marketing et développement commercial, qui accompagne essentiellement les entreprises de l'économie verte et de l'ESS. Donc, on va bien pouvoir s'entendre aussi sur les questions de développement durable et d'entrepreneuriat engagé. À côté de ça, donc pareil, hein, dans ce sens d'entrepreneuriat engagé, j'ai vraiment énormément à cœur tout ce qui est savoir et transmission. Et sur cette branche-là, j'ai deux activités. La première, c'est YouLearn. YouLearn, une plateforme de partage et de transfert de compétences qui existe depuis une bonne grosse année. Et puis, donc, c'est une application mobile et une application web qui facilite l'accès aux compétences pour tous par le retour et le partage des acquis de l'expérience. Et le deuxième volet, c'est que j'accompagne un patrimoine local, donc alsacien, l'artisanat, les artisans potiers de la région, que j'accompagne sur tout ce qui est démarche de développement marketing et développement commercial. Voilà. Je rappelle que Arlande n'est pas malvoyante ou non-voyante, vous l'avez remarqué. Et ce que j'aime toujours, c'est vraiment cette confrontation entre différents publics et pour pouvoir échanger et avoir un échange surtout productif et constructif. Alors, la première question est toute simple. Enfin, c'est même pas une question, c'est un chiffre qui m'a un peu alarmé. D'ailleurs, je l'ai énoncé quand j'ai fait la présentation sur la communication du débat. C'était ce chiffre qui est alarmant.
on dit que dans tout ce qui est création d'entreprise, entrepreneuriat, on va dire 4 femmes sur 10, on va dire sur 10 entrepreneurs, 4 femmes sont créateurs d'entreprise, mais on trouve très peu dans la création des startups. Ma question est toute simple, la première. Selon vous, est-ce que pour entreprendre l'entrepreneuriat pour une femme, selon vous, est-ce que c'est une difficulté? Je vais commencer peut-être par Céline. C'est certainement une difficulté supplémentaire parce que la vérité, c'est qu'on vit encore dans une société relativement patriarcale et qu'en tant que femme, on nous prend un peu moins au sérieux, en fait, souvent que les hommes. Enfin, moi, c'est en tout cas l'expérience que j'en ai. Souvent, quand on arrive en disant « Oui, bonjour, j'ai un projet et puis moi, j'ai envie de créer mon entreprise », première réaction, c'est « Vous rigolez. Ah, puis en plus, vous avez un handicap, mais vous êtes… soit vous êtes vraiment suicidaire, soit vraiment vous ne savez pas où vous mettez les pieds. » Et il faut une certaine dose de courage, de volonté et de ténacité pour parvenir et puis pour montrer aussi, pour avoir du répondant face justement à la jante masculine le plus souvent, pour montrer que non, on n'est pas seulement une femme et que même avec ou sans handicap d'ailleurs, on a des compétences à faire valoir et que c'est bien gentil, mais que ce secteur aussi d'activité professionnelle est aussi ouvert aux femmes et qu'on a des choses à démontrer, enfin pas à démontrer justement, mais qu'on est tout à fait compétente et capable et qu'on a aussi envie de le faire et qu'on a envie d'être représenté dans ces secteurs-là, particulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat en général. Et Marie? Alors, moi, je peux pas dire que… en fait, j'ai fait fi de ce qu'on pouvait penser. C'est vrai que je me suis lancée, j'étais maman, voilà, j'avais plusieurs autres obstacles. Mais finalement, c'était la voie qui s'ouvrait à moi comme étant la plus adaptée à mes besoins à ce moment-là. Donc, à titre personnel, effectivement, ça n'a pas été une barrière, plutôt un défi. Mais par contre, il est vrai que voilà, on se confronte à un certain modèle dans lequel on dérange, mais en fait, même moi, mon constat aujourd'hui, c'est que je veux participer à changer les règles du jeu, comme tu disais, et en fait, voilà, l'entrepreneuriat, ça joue et ça démontre aussi que c'est possible. Et entreprendre autrement, avec des valeurs qui sont fortes et qui sont affirmées, ça marche aussi. Et voilà, être femme, finalement, pourquoi pas. Et j'arrive voilà, mon petit bout de chemin au fur et à mesure. Donc, et aujourd'hui, je crois que c'est plutôt un atout voilà, d'avoir une femme différente, qui entreprend de manière assez différente. Ouais. Alors, je vais rappeler que chez toi, c'est 3 défis: maman, handicapée, femme. Donc là, tu touches au poteau rose, quoi. Tu cumules. Donc, et Irlande? Alors, je rejoins vraiment leurs 2 avis complètement. Donc, pour ne pas faire de redite sur ce qu'elles ont dit, parce que c'était quand même déjà assez complet, je veux juste prendre un élément de comparaison et de contexte. Entrepreneuriat au féminin, je dirais que les cultures sont différentes et le montrent de différentes manières. Moi, je viens d'Afrique subsaharienne, je viens du Bénin. Et c'est vrai que, sans vouloir généraliser à tout le continent africain, mais depuis l'Afrique occidentale, que je connais un peu, l'entrepreneuriat féminin, ce n'est même pas une question, en fait. C'est-à-dire que les femmes entreprennent naturellement. Il y a plus de femmes qui dirigent des entreprises dans le secteur informel ou formel que d'hommes. Les hommes sont généralement plus des salariés ou des cadres dirigeants, mais vont occuper des fonctions plutôt de salariés, de managers. Et les femmes vont entreprendre naturellement. Elles ont des projets, elles ont des choses à faire. Le système bancaire, c'est vraiment très, très loin dans les fonctionnements, l'emprunt, etc. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va me générer un revenu et qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, l'entrepreneuriat devient quelque chose de, je dirais, naturel, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une question de contexte.
là où ici, peut-être, alors moi, je te rejoins assez, Marie, dans ce que tu dis. Moi, j'ai choisi volontairement de poser mes yeux sur ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a des choses que volontairement, je choisis de ne pas considérer, de me dire… Enfin, je crois qu'à force de le faire, je crois que finalement, ça ne passe même plus par le filtre de mon cerveau. Je ne me rends même plus compte. Il y a des défis, effectivement, à être une femme, à être maman. Donc, moi aussi, je suis maman. À être une femme, à être maman, à vouloir entreprendre parce que il y a le regard de la société. Alors, pas forcément des gens qui sont très, très loin, mais qui vous disent mais comment tu arrives à faire à créer une entreprise et en même temps être maman. Est-ce que tu es consciente que ça prend du temps de créer? Enfin, voilà, on te demande si tu as conscience de ce que tu fais. Alors, peut-être pas toujours, mais c'est pas grave. Quand on ne sait pas que c'est impossible, on le fait en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, je prends 2 éléments pour compléter ce que vous avez dit. Il y a une question de culture, je parle de contexte culturel. Moi, je viens d'une culture où l'entrepreneuriat au féminin, c'est naturel en fait. En fait, on l'appelle même plus de l'entrepreneuriat féminin tellement c'est quelque chose de normal. C'est un moyen d'atteindre un objectif ou de faire ce qu'on a envie de faire en dehors des cases du salariat et des cases classiques et conventionnelles. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui rejoint fortement celui de Marie, c'est un peu d'inconscience, ouais, sans doute. Je ne savais pas que c'était impossible, alors je le fais. C'est un petit peu ça. Et je vous rejoins effectivement toutes les deux. Très bien. C'est vrai que je vais rajouter quand même ce point-là. Quand on parle du mot entreprendre, on pense toujours que l'entrepreneuriat, c'est forcément créer une entreprise, créer une boîte, ce que vous voulez. Je pense que ce que tu as dit et ce que les autres ont dit, Armand, et ce que Céline et Marion ont dit, je pense que l'entrepreneuriat, déjà, c'est tout un ensemble. Créer une association, c'est entreprendre. Réunir des gens, c'est entreprendre. Réunir des enfants, c'est aussi entreprendre des choses. Donc ça, j'aime souvent souligner ça. C'est pas parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on parle tout de suite de salaire, d'argent, de projet, qu'on va caler ce mot entreprendre. Entreprendre dans tout ce qu'on fait. Même aller faire du sport, c'est entreprendre une activité physique ou sportive. Par exemple, Céline, quelles a été selon toi tes difficultés? Je rappelle quand même que tu es une ancienne journaliste. Tu as quand même déjà un sacré parcours avec des institutions, avec tes combats journalistiques. Et quand même, tu as pu avoir quelles ont été tes difficultés, étant donné que tu connais quand même un large champ de différents emplois? Écoute, moi j'ai eu des difficultés au fur et à mesure que ma vue a régressé, en fait, des difficultés vraiment très pratico-pratiques. Quand j'enseignais, à un moment donné, je ne voyais pas le fond de la classe. Donc, quand on enseigne à des adolescents de 13-15 ans, autant dire que quand ils se rendent compte qu'on voit pas ce qu'on fait, ce qu'ils font au fond de la classe, quand on enseigne, c'est la porte ouverte à un peu de grabuge, en tout cas, le mot est faible. Donc, au niveau de l'autorité, ça pouvait poser des problèmes en classe. Et ça, je m'en suis très vite rendu compte. Au final, je me suis dit, bon, voilà, moi ce que j'aime, c'est transmettre, c'est faire mon métier d'éducation, de transmission du savoir, finalement. Là, j'étais très vite confrontée aux limites de ma vision. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte aussi que même si on s'adapte beaucoup quand on est en situation de handicap, quel qu'il soit, je pense, on ne se rend pas toujours compte de ça, mais on s'en rend compte des fois a posteriori. Moi, par exemple, corriger les travaux d'élèves qui étaient manuscrits et qui le sont pour beaucoup encore aujourd'hui, ça me demandait énormément d'efforts que je faisais parce que j'aimais mon métier. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que certainement le temps que je passais sur ces tâches était beaucoup plus important, beaucoup plus élevé et disproportionné probablement par rapport à des collègues qui étaient en parfaite santé et qui voyaient correctement. Et du coup, à un moment donné, tu fais le choix de te dire, ok, moi, j'aime faire ça, j'ai une certaine passion pour la transmission, je l'avais aussi dans le journalisme, mais voilà, à un moment donné, ma vision commençait à poser des difficultés pratiques. Et la question, c'est que je me dis, voilà, moi, j'ai mes compétences, j'ai envie de pouvoir en faire quelque chose, mais il faut que je puisse trouver une activité adaptée. Et en l'occurrence, j'ai décidé de me la créer, en fait, cette activité adaptée. Et puis, en créant ma propre entreprise, ça me permet de travailler à mon rythme, de proposer exactement ce que je suis capable de faire, ce dans quoi j'ai de l'expertise, et tout en tenant compte, justement, de la déficience visuelle. D'accord. Et Marie, toi qui es en Nouvelle-Calédonie, donc on en a d'ailleurs discuté sur justement ce sujet lorsque j'étais invité sur la chaîne des Lancez-vous. Quelles ont été tes difficultés? Tu nous as déjà un peu
éclairer dessus, mais qu'est-ce que tu peux rajouter? Moi, mes difficultés, elles ont peut-être plus été avant, c'est-à-dire que j'ai été une dizaine d'années fonctionnaire, donc dans un milieu, on va dire, assez confortable, hein. Enfin voilà, en tous les cas, financièrement parlant. Mais je me retrouvais pas. J'étais pas bien, en fait. Et du coup, je suis partie, j'ai fait un bilan de compétences avant de partir. D'ailleurs, le bilan de compétences relevait que ben, voilà, je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Mais est arrivé voilà, un incident enfin, chez moi. Moi, j'ai eu un petit garçon qui a été malade et quand il s'est remis sur pied, je me suis dit, ouais, je me suis dit, la vie est trop courte pour s'embêter, donc tu as envie, tu le fais. Et en fait, je me suis lancée et il y a quand même voilà, des difficultés. Moi, j'ai des difficultés pour me déplacer, comme je ne conduis pas et les transports en commun ici, ce n'est pas super très adapté. Donc, j'ai misé, moi, voilà, ces difficultés-là, ok, je ne vais pas pouvoir trop me dépasser, mais comment je vais faire pour pallier à ça? Donc, le numérique permet pas mal de pallier. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est comme je ne vois pas bien, je pense que je ne suis pas très commerciale, je n'aime pas aller démarcher, tout ça, ce n'est pas mon truc. Et en fait, là-dessus, j'ai contourné encore une fois le problème et je me suis dit, je me concentre sur les quelques clients que j'ai au départ. Je fais vraiment de la qualité pour ensuite, comment dire, fidéliser les gens et grandir par le bouche à oreille parce qu'ici, ça va vite, on est assez petit. Et c'est totalement ce qui s'est passé. C'est que ça... Voilà. Et du coup, à chaque fois, moi, que j'ai une difficulté, donc, je la connais bien, mais je la contourne et je garde bien mon objectif en tête qui finalement, si je résume, c'est être OK avec mes valeurs et me faire plaisir en fait. Parce qu'après, tout est ouvert. D'accord, super, super. Et Arlande, je vais rebondir, tu as déjà un peu répondu à la question que je viens de poser aux deux autres. Alors, ce que je vais te demander, c'est comment, étant je te connais un petit peu avec le parcours que tu as, ce que je veux savoir, ce qui est intéressant à savoir, comment toi, par exemple, comment tu t'es lancé, parce que tu étais salarié, et après, tu avais quand même des fonctions assez intéressantes hein, dans ce que tu faisais. Après, tu t'es dit, je vais lâcher tout ça pour me lancer à mon compte. Par où tu as commencé? Quelle a été ta stratégie de début? Okay. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment, enfin, voilà, hein, loin de vouloir me parler de stratégie, je ne sais pas si c'était vraiment absolument millimétré et préparé, je dirais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, et pour ceux qui me connaissent un peu, je suis quelqu'un qui fonctionne c'est-à-dire avec la passion. Avant que je fasse quelque chose, ça ne veut pas dire que je mets du temps à me mettre en action, mais c'est souvent quelque chose qui m'habite et qui m'anime de manière assez forte pour que j'y aille. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est important pour moi et dans l'atteinte de mes objectifs, c'est ce que j'appelle la persévérance. Il faut que l'objectif soit assez fort et assez grand pour que contre vents et marées, je tienne, tout simplement. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a cette passion qui est là, le moment du go, il n'est pas, entre guillemets, préméditable. C'est juste qu'on sent que c'est le moment de poser le pas d'après. Donc, effectivement, moi, je travaillais chez Initiative Durable, donc anciennement Idéalsace, un réseau d'entreprises pour le développement durable qui est assez bien connu dans la région et qui organise d'assez beaux événements sur le sujet. Donc, moi, j'étais, pour le coup, beaucoup plus à l'aise avec voilà, tout ce qui est rencontrer les entreprises, les faire intégrer à la démarche, donc tout ce côté recrutement de nouveaux adhérents. Et donc, cette envie d'entreprendre, je l'avais depuis le départ. Hein, depuis le départ, je ne vais pas dire depuis que je suis enfant, mais depuis que j'étais en école, en études supérieures, j'avais envie d'entreprendre, de créer quelque chose qui fasse sens pour moi et qui crée de l'emploi pour d'autres. Voilà. Le go, il a été après la naissance de ma deuxième fille.
où il fallait équilibrer entre mes missions en tant que salarié sur l'aspect recrutement et puis animation d'un réseau d'entreprises qui demande de la disponibilité le soir, qu'on n'a pas de la même manière quand on est maman, il faut être très objectif quand même. Et donc, du coup, voilà, ça a été de dire, est-ce que ce n'est pas maintenant le bon moment ? Est-ce que finalement, quand on dit maman et entreprendre, c'est compliqué, est-ce que finalement, ce n'est pas justement un avantage parce que quelque part, oui, on ne va pas faire exactement la même chose que quand on n'en avait pas, mais on va pouvoir organiser son temps, on va pouvoir s'organiser pour pouvoir se lancer et surtout concevoir notre emploi du temps qui colle à une vie familiale. Alors, je le dis parce que c'est quand même important, on est deux, il y a le papa et puis il y a la maman, donc mon mari qui est aussi avec les enfants. Et c'est pas peu de le dire, de souligner la présence du conjoint quand on est femme et qu'on entreprend. Je pense que c'est aussi important quand on est homme et qu'on entreprend d'avoir la présence de sa conjointe. Mais voilà, je voulais quand même prendre le temps d'ouvrir la fenêtre ici et de dire oui. On met chaque chose à sa place et à deux, ça va. C'est bien, c'est bien. Il ne faut pas oublier les hommes parce que moi, je sais ce que je fais à la maison. Céline, alors, je vais complètement aller quitter du coq à l'âne. Je vais te poser une question. Toi qui es active dans le milieu des associations de handicap en Suisse, pourquoi on ne trouve pas assez de femmes handicapées qui entreprennent? J'ai pas forcément la réponse à cette question. En même temps, l'envie d'entreprendre, Arland le disait très bien à l'instant, c'est vraiment avant tout une envie personnelle. Alors, je veux dire, qu'on soit en situation de handicap ou pas, tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Il y a plein de gens qui sont en très bonne santé et qui souffrent d'aucune problématique en lien avec le handicap et qui entreprendront jamais parce qu'ils n'ont pas le caractère pour. Et après, il faut aussi dire que quand on est en situation de handicap, en tout cas en Suisse, il n'y a absolument rien aujourd'hui qui est fait pour nous inciter à devenir entrepreneur. Moi, j'ai été assez longtemps en processus avec le système ici qui est l'assurance invalidité qui aide les gens quand ils perdent par exemple leur emploi ou que leur santé se détériore pour justement rebondir et se réintégrer professionnellement. Mais quand on vous voit débarquer avec un projet pour devenir indépendant, ou enfin, admettons, moi, je suis effectivement sur le papier travailleuse indépendante, donc je n'ai pas une start-up ou encore quelque chose de plus ambitieux. Mais même comme ça, quand on arrive avec un projet de ce type, on nous dit waouh, vous êtes sûr, on pense que vous seriez mieux à faire quelque chose d'un peu plus facile, un peu plus stable, où les risques sont moins élevés. Et puis au final, voilà, c'est le problème. Oui. Excuse-moi de t'avoir coupé, je te laisse continuer. Je t'en prie. Et du coup, c'est vrai, je pense qu'il y a en tout cas peut-être aussi une question de génération. C'est que, en tout cas en Suisse, pendant très longtemps, les personnes, en tout cas déficientes visuelles, c'est là où moi je connais un peu le plus le problème, disons, on était un peu parqués, voilà, on faisait une école spécialisée, après on était en emploi ou en atelier protégé, etc. Et du coup, on sortait jamais vraiment du système de protectorat, entre guillemets, de pauvres personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, ça commence à changer parce que moi, je fais partie de la première génération qui a suivi aussi l'école en ordinaire, donc pas uniquement avec de l'enseignement spécialisé, etc. Et donc, on a été intégré avec les enfants entre guillemets ordinaires. J'aime pas trop ce mot parce que je le suis aussi au final. Et on a les mêmes ambitions que tout le monde et on est capable de le faire parce qu'on a, on a les outils, on a la technique aujourd'hui qui nous permettent de le faire. Et je veux dire, il n'y a aucune raison que moi, je sois privé de mon autodétermination et de mon droit d'entreprendre parce que je suis en situation de handicap. Et heureusement, chez les jeunes, ça commence à changer. Moi, j'en connais aussi d'autres. Alors, du coup, plutôt des hommes, mais qui... C'est ça le problème. Entreprise. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Marie, je vais amplifier la même question, mais d'une autre façon. Lors de notre échange, tu avais dit que les associations, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que les associations
de malvoyants, l'association d'handicapés moteurs, qui a vraiment ce brassage, un mélange de toutes les associations, de tous les handicaps dans une seule grande association, si je me souviens bien, hein. Alors, la question que je vais te poser, c'est par rapport à ça. Est-ce que dans cet écosystème-là, où tous les handicaps se mélangent dans une seule association, entre guillemets, est-ce que là, on retrouve des personnes comme toi qui sont aussi des femmes, le sujet, c'est des femmes, hein. Est-ce qu'ils sont handicapés et qui sont aussi, qui sortent de cette zone de confort-là parce que j'ai un handicap, je touche peut-être ma petite allocation, mais est-ce que je sors aussi de cette zone de confort? Est-ce que je me lance? Toi qui es un exemple dans ce milieu-là, là-bas? Eh ben, je pense à Maryse qui est déficiente visuelle chez nous et qui a, il y a 2 ou 3 ans, lancé son salon de massage. D'accord. Voilà, une femme qui a envoyé enfin, voilà, du bois et qui, à un moment donné, voilà, a dû voilà, faire le choix de créer sa société. Donc, elle a été bien aidée et bien accompagnée enfin, par l'association Valentin Aoui. Et elle a le salon de massage, du coup, quasiment dans leurs locaux. Ils ont installé un petit espace. Mais en fait, à part Maryse, dans l'entrepreneuriat, j'en connais pas beaucoup d'autres. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à évoquer, moi, au niveau des politiques, le fait qu'il y avait un texte qui était passé en métropole pour faciliter l'entrepreneuriat enfin, pour les personnes en situation de handicap, la réponse que j'ai eue, c'est de dire mais c'est pas possible. C'est pas quelque chose de ça n'arrive pas. Enfin, on peut pas être aveugle et avoir une entreprise. Donc, j'ai envoyé le lien vers une émission de France 5, à vous de voir, là, qui parlait d'un entrepreneur aveugle. Et voilà, je pense que ça les a un peu sciés, mais c'est pas du tout, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Et si j'ai une autre amie aussi qui est, elle, handicapée moteur et qui a monté avec une autre amie qui est handicapée moteur, elles ont monté une société d'assistance, enfin d'aide à domicile, parce qu'elles ne se retrouvaient pas dans les services proposés. Et du coup, parce qu'elles, ça ne leur convenait pas, elles ont monté leur entreprise. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'on s'aide un peu entre nous. Voilà. Alors, mais est-ce que ce que tu dis, c'est intéressant. Je vais te poser la question encore à toi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une structure qui les accompagne ou c'est qu'elles doivent aller se débrouiller toutes seules dans ce cas? Non, il y a personne qui ne nous accompagne. Voilà, non, on n'a pas. Voilà, on n'est pas aidé, que ce soit Charlotte et Asenata sur l'entreprise qu'elles ont montée, ou moi, ou Maryse un peu plus, c'est l'association Valentin, oui, mais sinon, non, il n'y a pas d'entité pour nous conseiller ou nous aider. C'était un projet que j'avais de fédérer un petit peu des travailleurs handicapés, parce qu'il y en a d'autres. Si en même temps j'y pense, je connais un consultant, un photographe, mais bon, voilà, moi j'ai du mal à détacher du temps pour fédérer tout ce monde-là. Il faudrait. Mais on est tous, on est un peu éparpillés et chacun est parti avec son bâton de pèlerin de son côté. D'accord, d'accord. Mais alors, je reviens un peu à toi, Roland. Dans cette démarche, quelles sont, par exemple, les structures qui accompagnent les femmes en Alsace pour entreprendre? Je pense que je te pose la question expressement parce que je sais que tu es vraiment dans un gros réseau de femmes qui sont en train de mettre des choses en place. Pas que les femmes valides, hein. Je pense aussi que tu es très engagé aussi dans cette question de 360 degrés tout à fait. d'inclusion. Tout le monde peut y aller, peut le faire. Exactement. Merci Yves et merci à toutes pour vos interventions. Dans ce que j'entends, il y a beaucoup de choses qui me... alors choquer, ce serait fort, mais voilà, on dit qu'il n'y a pas
être l'exemple n'est pas la meilleure manière, ou montrer l'exemple n'est pas la meilleure manière d'inspirer, c'est la seule manière d'inspirer. Et vos témoignages le traduisent très bien. Hein. J'entends ça et je me dis, OK, on est en 2020. Une personne en situation de handicap, et encore, il faut s'asseoir et définir c'est quoi le handicap finalement, parce que du coup, sinon, je pense qu'à 100%, on s'y retrouve tous, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, voilà, ça, on va prendre c'est encore un autre sujet. Mais qui a envie, et j'ai aimé, je ne vois pas pourquoi je devrais réfréner ou taire mon désir d'entreprendre et de m'engager, comme tu le disais, Céline, sous prétexte que on a considéré que j'ai, je sais pas, un frein parce que et j'ai aimé cette manière de dire la chose. Donc, on est encore à cette phase-là où il faut être l'exemple qui va en inspirer d'autres. OK, donc ça, on le retient et on sait qu'on va, de toute manière, on est en train de le faire et on va continuer à le faire. C'est vrai que quand on regarde de l'autre côté, entreprendre l'entrepreneuriat féminin de manière classique, je vais utiliser ce terme-là, surtout en Alsace, hein, dans le Grand Est. Alors en Alsace, je ne prends pas tout le Grand Est parce qu'en discutant avec d'autres, ce n'est pas vrai partout. On est relativement bien logé, hein, côté Alsace, il faut quand même le dire, parce que la région, en tout cas, pousse l'accompagnement d'initiatives pour accompagner les femmes entrepreneurs. Moi, je fais partie d'un réseau juste exceptionnel. Je pourrais pas dire autrement parce que j'en ai touché du doigt d'autres et ils ne m'ont absolument pas convenu. C'est même pas vraiment un réseau, c'est un dispositif qui s'appelle Potentiel. Pourquoi c'est pas un réseau et pourquoi c'est un dispositif? Parce qu'un réseau, le mot est assez clair, on se retrouve entre nous, on partage, on échange des bonnes pratiques, etc., ce qui est fondamentalement et très bien. Potentiel ajoute un autre élément à cette chose-là, c'est-à-dire que c'est un parcours. On intègre le dispositif Potentiel à un état A, où on en est sur notre projet, on en ressort à un état B, c'est-à-dire qu'on a avancé. Et ça, 100% de toutes les potentiels, hein, c'est 15 femmes sur le programme cette année, qui étaient complets avant même que les choses ne soient disposées. C'est dire le besoin et l'attente qu'il y avait sur cette partie-là du territoire. Donc, c'est en Alsace-Nord, hein, côté Haguenau. Un taux de fidélité, mais juste dingue. Il y avait 2 rencontres par mois et tout le monde était toujours là. Alors, confinement oblige, à un moment donné, on a mis en stand-by, on a fait des visios, on a fait des échanges en dématérialisé, mais dès qu'on a pu se retrouver, pareil, on a fait une immersion en forêt pour se reconnecter, tout le monde. Voilà, pour dire que de mon côté, j'ai la chance d'être sur un territoire où il y a des choses qui existent. On peut forcément mieux faire. Quand j'entends qu'on me dit être en situation de handicap et d'entreprendre, c'est compliqué, on y va tout seul avec son bâton de pèlerin, c'est vrai que je n'ai pas là en face de moi de femmes entrepreneurs qui sont en Alsace et qui pourraient me dire ce qu'il en est ici, mais je pense que le discours ne serait pas très différent. Et c'est là que je me dis que non, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'on est vraiment dans ce 360. On a besoin de toutes nos bonnes énergies et de toutes nos dynamiques pour que la génération d'après nous puisse se dire, en fait, impossible, c'est surtout impossible, une possibilité, voire plus. Et pas comme un non, je ne le ferai pas. Je suis désolée de prendre encore un tout petit peu la parole, mais je voulais encore ajouter ce point-là que je trouve essentiel. Et je faisais la discussion avec une jeune fille que tu connais bien, Yves, une jeune fille brillante, qui me disait, voilà, c'est son rêve professionnel, ce qu'elle aimerait faire. Elle est en études et aussi elle est malvoyante. Et elle me disait, oh, j'aimerais tellement faire ce métier-là, travailler avec les animaux, travailler à l'extérieur. Voilà les choses que j'aimerais faire. Et aujourd'hui, elle fait du droit à l'université et ça la passionne absolument pas. Et puis, je m'arrête et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ce que tu aimerais faire? Elle m'a dit, mais on m'a dit que c'était pas possible. Et moi, je suis maman, hein, je ne suis pas en position d'être sa maman, mais je pourrais être comme une grande sœur. Mon cœur était déchiré. Comment ça, on t'a dit que ce n'était pas possible? Ben oui, je suis malvoyante, je ne peux pas le faire. Pour moi, je trouve que c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'on va donner au cerveau de quelqu'un une porte fermée. Au lieu de lui dire, on ne va pas lui dire c'est facile, tu peux le faire, etc. On va lui dire, OK, c'est vraiment ce que tu veux faire? Oui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors, comment tu peux faire pour y arriver? Et là, le cerveau
une machine juste surpuissante, et je pense que vous ne me contredirez pas, va trouver toutes les possibilités pour le faire. Combien d'essais il a-t-il fallu pour créer ce qu'on utilise tous de manière usuelle, l'ampoule? 1000 manières de ne pas y arriver, pour enfin trouver la bonne qui a révolutionné tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je sais que vous serez d'accord avec moi, mais je le dis parce qu'il y a d'autres personnes qui m'écoutent, handicapés, pas handicapés, je ne sais pas moi, super riches, pauvres, peu importe, est-ce qu'on ne pourrait pas s'intégrer dans ce type de fonctionnement-là? On ne dit plus aux gens, non, ce n'est pas possible. On leur dit, c'est vraiment ce que tu veux faire? Tu es sûr? Ben oui, c'est ce que je veux faire. OK, alors comment tu dois faire pour y arriver? Très bien, très bien. Merci pour cette éloquence. Je partage ton avis, hein. Tu sais bien que je sais de qui tu parles, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est Chloé Walter, qui est vraiment cette petite qui a envie de faire quelque chose dont elle rêve, mais elle est obligée de faire autre chose parce qu'on dit que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça, Céline? Je me reconnais complètement dans les propos que Carlande vient de mentionner. Ben, parce que justement, on est tellement souvent confronté au fait que justement, ah ben non, tu veux faire ça, enfin, mais tu vois pas bien ou tu ne vois plus, tu vas jamais pouvoir le faire. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je me suis reconvertie aussi professionnellement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc, mon entreprise Vision Positive, je donne pas mal de formations aux entreprises, aux institutions en communication. Mais avant tout, quand j'ai créé mon entreprise, c'était après une reconversion en coaching professionnel où j'ai passé plus d'1 an et demi à me former en coaching. Et justement, parce que j'avais été confrontée dans le système au fait que on ne me prend pas au sérieux, en fait, j'ai envie d'entreprendre, je veux faire quelque chose d'ambitieux et on me dit, ah ben non, tu vas pas pouvoir le faire ou ça va vraiment être difficile pour toi. Je me suis dit, bah non, moi je vais pouvoir offrir une alternative aux personnes qui ont de l'ambition et puis à qui on montre, comme tu le disais si bien, Arlande, des portes fermées en disant, ah bah non, ça c'est pas pour vous. Enfin oui, si vous voulez être entrepreneur en situation de handicap, vous pouvez faire kiné ou masseur ou physiothérapeute parce que oui, c'est très bien. Quand on voit mal, soit on touche correctement, soit on chante, soit on est dans le milieu. Ou alors on est sportif professionnel parce que quand on a perdu un sens, on se développe soit dans le sport, soit dans l'art, mais pas ailleurs. Il faudrait surtout pas être intellectuel. Et à un moment donné, je me suis dit, bah voilà, moi, avec Vision Positive, je vais aussi proposer ça. Je me suis aussi engagée d'ailleurs associativement à accompagner, que ce soit des jeunes déficients visuels ou des personnes atteintes d'autres types de problématiques ou disons, surmontant et étant confrontées à d'autres types de problématiques, justement au fait de pouvoir développer des projets qui leur tiennent à cœur, qui sont importants pour eux, qui soient ambitieux, puis justement, voilà, les accompagner sur comment réussir à contourner les difficultés. Moi, je suis vraiment du même état d'esprit de Carlande, je me reconnais vraiment bien dans ses propos, dans le sens où dans la vie, quand je suis confrontée à un mur, je réfléchis à toutes les solutions possibles pour le contourner, le surmonter, l'escalader, creuser dessous. Mais en tout cas, un mur ne m'arrête pas. Et s'il le faut, je creuse une fenêtre et je passe à travers. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as rajouté, Marie, à ce que les brillantes interventions que nous avons eues? Moi, je suis d'accord. Je crois que le pire ennemi de l'homme, c'est toutes ses croyances limitantes. Et j'en appelle, enfin voilà, moi, je travaille à ce que aussi, les personnes, enfin, toute personne finalement travaille à identifier toutes ces croyances limitantes et à les faire tomber comme des cartes. Et en même temps que toutes les personnes qui sont le nid de ces croyances limitantes, c'est-à-dire je pense aux médecins, je pense aux professeurs, aux instituteurs, aux conseillers en insertion, à tout le monde. En fait, c'est tout le monde, c'est ces petites réflexions qu'on va faire et qui vont anéantir, affaiblir les gens. Et effectivement, quand on travaille à faire tomber ces croyances, déjà, tout le monde relève la tête. Et on va vers, voilà, moi je pense, un monde qui est un peu plus agréable et un peu plus soutenable, qui est un monde de plaisir où on fait ce qu'on est. Ça ne veut pas dire pour autant, voilà, moi j'ai des limites, comme disait Céline tout à l'heure, lire des copies c'est compliqué,
eh ben moi, voilà, les déplacements, c'est compliqué. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forte, je le sais, et puis c'est pas grave. Mais je trouve le moyen de contourner, et c'est source de créativité et c'est source de plaisir aussi, que d'assumer ses faiblesses et en même temps de trouver un moyen de contournement. Puis finalement, avec le plaisir, quand tu communiques du plaisir, tout passe. Et la vie est tellement plus simple, tellement plus agréable que voilà, moi, je travaille dans ce sens-là. Alors, je reste un peu sur toi, Marie. Selon toi, quels sont les métiers où les femmes peuvent se sentir le plus à l'aise? Est-ce que tu as un avis dessus ou tu penses que tout est possible pour les femmes? Ouais, je pense que tout est possible. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Ah ouais, non, je ne ferai pas de différence. Non, ouais. C'est propre à chacun et c'est toujours étonnant. Mais non, si on commence à se mettre une limite de voilà, les femmes, c'est plus simple pour moi. Enfin, ça, c'est plus simple pour moi. Je pense qu'on n'est pas dans le bon. Fais ce que tu as envie, sois OK avec les choses pour lesquelles tu n'es pas tout à fait, à l'aise. Et puis essaie pas de développer ça parce que sinon, par contre, on va dans un mur voilà, de fatigue et de frustration. Donc, c'est pas la peine. Donc, je pense qu'il faut bien se connaître, prendre du temps avec soi-même et puis après, faut y aller, faut essayer. Rater, Super, je partage ton avis. Et on y va. Mais ouais, non, je vais pas de... Sur les femmes, tu veux faire camionneuse, tu fais camionneuse. Armand, je reviens vers toi en te posant une question toute simple. Que dire de la problématique de l'isolement du dirigeant? Alors, isolement du dirigeant. Alors, bon, c'est pas que je suis mal placée pour en parler parce que je n'ai pas eu le temps de le vivre. Par contre, je côtoie des gens qui le vivent. Et puis après, il faut dire quelque chose. C'est pas que j'aime beaucoup être entourée. Je suis quelqu'un, enfin, tu me connais, hein, je suis quelqu'un d'assez relationnel. Et voilà, j'aime le réseau, j'aime échanger avec les gens, mais je suis aussi bien avec moi-même. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, je dis ça tout en disant dès le départ que je n'y ai pas été confrontée vraiment. Donc, je n'ai pas tous les éléments pour le dire depuis ma fenêtre. Mais par contre, je peux le dire en observant d'autres. Moi, j'ai eu la chance, dès le départ, quand je me suis lancée, de connecter, de rencontrer le réseau potentiel dont je suis membre et ravie, même honorée d'être trésorière là très bientôt. Parce que dès le départ, j'ai intégré, alors je dis réseau, c'est un dispositif, vraiment que ça, je repositionne ça aussi, mais parce que c'est aussi un réseau, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille effectivement contre cette solitude du dirigeant. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à plusieurs femmes, pour le coup, qui entreprennent. On peut partager de nos problématiques, on peut être nourri parce que les autres apprennent, etc. Et à côté de ça, il y a tout un dispositif qui va nous emmener sur différentes étapes de l'entrepreneuriat. La qualité de vie globale, les finances, être femme et parler d'argent, ce sera un autre débat, mais c'est une vraie question. Vendre son offre, vendre ce qu'on fait, positionner le vrai et le bon prix, être à l'aise avec le fait que quand je passe 1 heure à faire quelque chose, c'est 1 heure que j'ai passé à faire quelque chose. Ça a un coût, c'est pas gratuit. Ça, c'est des vraies choses. Et puis, comment j'arrive à un équilibre financier? Est-ce qu'on connaît le chiffre du nombre de femmes qui arrivent à vivre de son activité? Il n'y a que 30%. Mais c'est ridicule. Elles font quoi, les 70% d'autres? Eh bien, elles sont... je suis philanthrope, j'aime soutenir, mais j'aime aider. Mais pour pouvoir aider, il faut exister. Quand on n'existe plus, on ne peut plus aider. Vrai ou faux? Donc, du coup, on prend ces sujets-là. Et puis, après, comme le marketing personnel, le branding, voilà. On va aborder un tas de sujets qui vont permettre d'avancer et qui, du coup, sur ce travail d'isolement du dirigeant, c'est une vraie réponse. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? On est le pire cordonnier pour soi-même. Moi, je fais du marketing et du développement commercial, de manière responsable. Je suis sur le soft selling, voilà. Pour moi-même, je suis la pire conseillère.
Il y a des principes que je vais appliquer de manière automatique parce que je les connais. Mais il y a cette hauteur qu'on l'on prend, qu'on n'a pas quand on regarde quelqu'un, on peut dire, ah oui, remets ton col correctement parce que là, tu vois, c'est pas. Mais quand on est sur soi-même, il nous faut un miroir pour pouvoir le faire. Donc, moi, je dirais à ceux qui ont envie d'entreprendre, s'il vous plaît, femmes, hommes, peu importe, regardez autour de vous, est-ce qu'il existe des dispositifs, des réseaux, et rejoignez-les. Allez essayer, ça ne vous plaît pas, vous changez, vous en trouvez un autre. Il ne faut pas y aller pour y aller, il faut vraiment vous y sentez bien, mais faites-le. Ça va vous aider parce que le regard de l'autre, bienveillant bien sûr, va vous aider à avancer. Et même parfois, les critiques mal placées, c'est une marque d'intérêt mal organisée, mais qui va aussi vous permettre de vous dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à ajuster. Donc, je ne peux que conseiller d'y aller et de ne pas rester seul. Ça, c'est vraiment aussi ce que moi, j'appellerais quand même un danger. C'est intéressant ce que tu dis. Et Céline, qu'est-ce que tu en penses justement de cet isolement-là? En fait, je n'ai jamais vraiment ressenti cet isolement non plus, à vrai dire, parce que je suis aussi une personne de réseau. Et à partir du moment où j'ai décidé d'entreprendre, ma première initiative, en fait, ça a été d'aller écumer les apéros rencontres, les rencontres de avec ta canne blanche? Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, tu ne renversais pas les verres, tu ne cassais pas les verres. C'est bien, ça permet les rencontres en fait. C'est vrai en plus. Avec sa canne blanche, elle fait quoi là? Est-ce qu'elle s'est trompée d'endroit? Non, mais à part ça, c'est vrai que moi, j'avais aucunement peur de ça. Et puis, de toute façon, je savais que s'il fallait commencer quelque part, et la meilleure façon de commencer, c'est aussi de rencontrer des gens qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et en Suisse romande, d'ailleurs, ça commence à essaimer maintenant en France voisine, il y a un super réseau dont moi, je ne fais pas encore partie, mais dont dont je suis très activement la fondatrice, qui est Genuine Woman. Et là, c'est vraiment un réseau féminin aussi. Elle a commencé il y a quelques années vraiment aussi un peu sur un coup de tête finalement, et c'est une fille super dynamique, et puis aujourd'hui il compte quelque chose comme 300 et quelques membres, hein, donc c'est vraiment énorme. Donc là je rejoins Armande, pardon. Là, il y a vraiment une volonté en fait des femmes d'entreprendre, et Dieu sait qu'il y en a énormément qui se lancent aujourd'hui et de plus en plus qu'avant, mais c'est vrai que c'est important, je pense, à un moment donné. Alors moi je suis féministe, mais pas à l'extrême, dans le sens où je me dis que les problématiques que les femmes rencontrent, c'est souvent aussi celles que les hommes rencontrent d'une certaine manière. Mais il y a aussi toutes les questions liées aussi, à être maman et entrepreneuse. Les papas, souvent, ils sont confrontés à la problématique, mais de manière un peu différente, parce que quand même, aujourd'hui, les tâches ménagères, etc., c'est encore pas exactement la répartition égalitaire totale, et que souvent, les femmes endossent un peu plus ce genre de responsabilité à la maison, et que si elles travaillent en plus à côté, elles vont certainement se retrouver à un moment donné confrontées à des problématiques qui ne sont pas exactement les mêmes que celles des hommes. Et je trouve juste formidable que ce genre de réseau féminin commence à essaimer. Il y en a, de très actifs. Donc je suis contente de savoir que ça existe aussi en Alsace, et qu'en plus il y a des dispositifs encore qui vont un peu plus loin encore que le côté juste du réseautage. Et moi, c'est vrai qu'effectivement, j'ai jamais vraiment été confrontée à cet isolement. Alors parfois ça m'arrive parce que travaillant seul, il y a toujours des jours où on se dit waouh, bon, on est content de voir des collègues, mais en même temps pour ça il y a aussi les mandats. On travaille toujours avec la clientèle finalement, d'une manière ou d'une autre. On n'est jamais vraiment seul. Mais je pense que c'est très important de pouvoir échanger, que ce soit avec des réseaux féminins ou des réseaux d'entrepreneurs de manière générale, pour pouvoir justement avoir un regard un peu surplombant et macro sur nos difficultés, parce que nous on a aussi le nez dans le guidon, il faut dire les choses comme elles sont, et puis on voit pas toujours bien correctement les choses qu'on pourrait appliquer à nous-mêmes ou à notre activité, alors qu'on le fait potentiellement pour les autres de manière très professionnelle. Ouais, et qu'est-ce que tu en penses, Marie, de tout ça? Moi, quand je me suis lancée, lancée avec une amie à moi qui, pareil, quittait l'administration. Et en fait, c'était un peu tout bizarre parce que ça faisait 10 ans que pour envoyer un mail, il fallait avoir 3 avis hiérarchiques, validation. Et puis quand on a fait notre site internet en commun,
et qu'on a lancé la diffusion, on était là devant notre ordi, on était là, c'est bon, on appuie sur envoyer, c'est bon, t'es d'accord. Et on s'est coachés les deux. Ok, d'accord, on envoie et au fur et à mesure, en fait, nous, donc on est indépendantes chacune, mais on partage toute une charte graphique, un site internet. Quand on parle, quand il y en a une qui voit quelqu'un, elle parle de l'autre. Et du coup, ça nous permettait de démultiplier. Et en même temps, on est vraiment ok sur nos valeurs. On est on est raccord et sur toutes nos méthodes qu'on utilise quand il y en a une qui a une bonne idée, d'accord, regarde, tu fais ça, la prochaine fois pour ta prestat, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, on s'enrichit. Donc, en ça, voilà, je me sens pas du tout isolée. Et puis après, moi, j'ai mon conjoint aussi qui a un œil extérieur et qui est toujours dans l'encouragement et qui a toujours une vision différente et qui va me dire, ah, tu peux faire ça comme ci, comme ça. Et du coup, ces deux personnes qui sont des personnes ressources, elles me permettent de me sentir En sécurité, quoi. en sécurité et pas du tout. Et puis voilà, je travaille sur la confiance en moi. Des fois, au début, voilà, tu y vas, tu apprends, mais je vois pas ça comme. Je suis pas mal à l'aise par rapport. Et puis je grandis au fur et à mesure et tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs. Bon, voilà. Mais voilà, gare à moi, j'ai envie de dire, faites gaffe. Mais vivant. On va tout doucement vers la fin du débat. Je vais poser une question qui va concerner toutes les trois. On commencera par, on va dire, Arlande. Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes qui veulent se lancer, malvoyantes, non-voyantes, d'ici d'ailleurs, handicapées, non handicapées, jeunes, moins jeunes? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'elles puissent se lancer, qu'elles puissent aller vers leur envie et surtout s'émanciper? Oui, merci pour la question, Yves. Alors, moi, je le dis toujours, hein, la crise ou, comment on appelle ça, la situation de difficulté nous pousse forcément à l'action, nous pousse forcément à changer quelque chose ou à faire les choses autrement. Alors, je ne dirais pas qu'elles se mettent en situation de crise, mais j'en viens à ce que je veux dire. Ce qui nous met en mouvement, ce qui va nous faire agir et ce qui va nous faire, au-delà de juste le mouvement, nous faire tenir dans le temps. J'ai beaucoup aimé les interventions de Céline et de Marie. J'ai beaucoup aimé l'audace, le culot de Marie, cette persévérance. On sent quand on l'écoute cette force du ce que je veux, peu importe le temps que ça prend, peu importe le chemin à quoi ça va ressembler, je vais y arriver parce que je vais me donner les moyens d'y arriver. J'ai aimé le point de Céline, pardon, de Marie, qui était de dire il faut se connaître. Il faut se connaître pour ne pas se mettre alors, être dans la juste persévérance, mais en même temps, pas se mettre en difficulté en étant frustration sur frustration. Il y a vraiment un équilibre dans les différents discours et je trouve ça génial. Moi, ce que je conseillerais, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle est ta motivation? Quelle est ta raison d'être? Pourquoi est-ce que tu existes? Et la réponse est forcément « j'existe pour que ». Et on a tous une réponse à ça. Il y a quelque chose individuellement, chacun qui est en nous, qui nous dit « mais ça, c'est ce que j'ai envie ». Et si cette raison d'être, on peut assez simplement et facilement l'énoncer et l'écrire, moi je le dis souvent à mes filles, et le mettre à côté de son miroir quand on se brosse les dents. Moi, je l'ai, ma raison d'être. Moi, mon rêve, c'est de voir des enfants qui peuvent faire le métier qu'ils veulent, suivre le parcours qu'ils veulent, indépendamment de leur origine, leur lieu d'habitation, du cadre social. Voilà, je veux être ça. Eh bien, il y a un chemin qui m'y mène. Donc, si on arrive à l'écrire à côté de son miroir et à le voir en se brossant les dents, forcément, à un moment donné, on va se dire, OK, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour atteindre ça demain? Donc, moi, mon conseil, il est simple. Quelle est votre motivation profonde? Trouvez-la et vous allez forcément vous mettre en action. Merci Arlande. Céline, quels sont tes conseils, tes bonnes pratiques pour que les femmes de Suisse, de France, de Nouvelle-Calédonie, si tu veux, du monde se lancent? Bon, alors je ne reviendrai pas sur la raison d'être qui m'a beaucoup parlé. et je dirais, voilà, surtout, avant tout, si vous avez une idée,
croyez en elle, en fait, et concrétisez-la pas à pas. Enfin, une idée, tant que c'est une idée, ça ne fera pas avancer les choses, en fait. Moi, je suis une personne d'action, et à partir du moment où on a une idée, il faut la laisser mûrir parfois, mais il faut la confronter à la réalité, et peu importe le rythme auquel on va finalement, on a tous nos freins, nos limites, nos croyances aussi limitantes à faire tomber progressivement. Et à un moment donné, simplement, c'est l'idée de se lancer, donner l'impulsion, en fait. J'avais un coaching ce matin où justement le mot dedans était l'impulsion. Je dis, oui, je crois que c'est un mot que je vais reprendre ici parce que finalement, l'idée, Ah là, tu es en train de nous coacher, là, c'est ça? Oui, mais je coach notre webinaire, donc c'est bien, j'enchaîne moi ce matin. Et du coup, voilà, la personne que je coachais a terminé sur merci, je crois que je termine cette séance avec l'impulsion. Et je crois que ce mot vient très bien à propos ici aussi. Finalement, l'idée, c'est une impulsion. À nous de voir ce qu'on en fait. Il faut donner la petite pitchnette comme ça pour faire rouler la chose. Et puis, il faut rendre l'idée concrète en travaillant pas à pas et en rendant le projet solide aussi. Se lancer totalement à l'aventure, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Combien même, moi, je suis une pro de l'improvisation, donc je suis mal placée pour le dire. Mais je veux dire, si je parle de ma propre expérience, quand j'ai eu l'idée de créer Vision Positive, je me suis dit, bon, il faut quand même que je sache un petit peu où je vais, faire un peu quand même une étude de marché et analyser un peu ce qui existe, ce qui n'existe pas, où est-ce qu'on se positionnerait, ce genre de choses. Mine de rien, c'est quand même important. Alors, si on a besoin d'aide ou d'à côté pour le faire, voilà, c'est important de demander aussi de l'aide autour de soi, de sonder aussi si notre idée, elle est bien, mais peut-être qu'elle répond à aucun besoin. Donc voilà, quelque chose quand même de très concret, parce qu'au final, on peut avoir de très grandes idées, mais être aussi assez vite confronté aux réalités économiques du terrain et des circonstances, entre autres actuelles. Donc, mais ne jamais abandonner l'idée par découragement ou se disant on n'en est pas capable. En fait, on est souvent capable de beaucoup de choses, mais il faut quand même préparer le terrain et le baliser de manière solide. Et croire en nous, je crois, avant tout. Et ensuite, voilà, l'idée, elle se concrétise ou pas. Si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Mais en tout cas, avoir de la suite dans les idées et faire ce qu'il faut pour la concrétiser. Merci Céline. Et Marie, pour clôturer ces conseils qui sont aussi riches. Alors, moi, je dirais que le plus dur, c'est de se lancer. Si de sauter après, ça passe. Parce qu'au final, moi, je ne prenais pas beaucoup de risques. Enfin, voilà, j'avais un mari qui avait un boulot stable. J'avais un peu thésaurisé pour pouvoir voir quelques mois sans rentrée financière, parce que là, je parle aussi de l'aspect confort, sécurité matérielle, qui est importante aussi, parce qu'on ne se lance pas de la même manière quand on est en insécurité et quand on est dans la sécurité. Mais je dirais que le plus dur pour moi, ça a été vraiment de prendre la décision. Donc, j'ai envie de dire, voilà, faut l'impulsion, comme disait Céline, c'est cette impulsion-là, go, se faire plaisir, évidemment, parce que quand on fait les choses avec plaisir, voilà, travailler le soir quand les enfants sont couchés, et c'est pas pareil. Moi, j'ai du mal à appeler ça travail, du coup. Et je me sens beaucoup moins sujet à la fatigue, à tout ça, parce que je le fais avec plaisir. Donc, voilà, c'est ces trois choses. Se lancer, être OK avec ses limites aussi, important, ce qu'on a dit. Et puis go, et puis rater, c'est pas grave. On regarde ce qu'on a raté, ce qu'on aurait pu faire autrement, et puis la fois d'après, on réessaye, on réenclenche, on réajuste, et s'entourer de personnes positives, très important aussi. Pas se laisser, on parlait des croyances limitantes, mais aussi de tous ces gens qui vont ramener des choses négatives. Il est très important de sélectionner les gens qui sont positifs, qui y croient. Je ne dis pas qu'ils sont optimistes toujours,
il faut des gens voilà, qui aident à se relever et qui soient bienveillants et optimistes. Super, super. Je vais rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que je suis un peu comme ça, je réfléchis un peu comme toi en disant que quand tu travailles, quand tu es sur un projet, quand tu fais quelque chose, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de bosser en fait. Quand tu t'es lancé dans ton projet entrepreneurial, dans ta boîte, dans ton entreprise. Et ça, je le vis tous les jours parce que il y a des moments où je suis en train de faire des choses qui me passionnent, mais en fait, je suis en train de bosser, je ne me rends pas compte. Et c'est ma femme qui vient souvent me dire, mais attends, il faut que tu arrêtes un peu, quoi. Et elle aussi, elle est comme ça. Hein. C'est pas que je suis pareil, elle est aussi passionnée par ce qu'elle fait. Et c'est vrai que quand tu es passionné par quelque chose, tu ne te rends pas compte que tu travailles. Et c'est pour ça qu'il faut que ceux ou celles qui veulent se lancer se positionnent dans leur passion, surtout. Et elles se dirigent vers leur passion. Et comme d'ailleurs on a parlé tout à l'heure de Chloé Walter, la jeune qui vient d'avoir 19 ans, c'est qu'il faut qu'elle... Pourquoi on me dit que je ne peux pas faire ça? Donc, je peux trouver une solution étant malvoyant pour adapter mon handicap. En fait, c'est mon handicap qui doit s'adapter à ma passion. Ce n'est pas moi qui dois m'adapter à mon handicap. Donc, c'était la petite parenthèse. Merci en tout cas pour ce débat qui était passionnant. Avant de nous séparer, là, on va peut-être avoir quelques questions des personnes qui nous suivent. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont écrit là. Nous sommes là du moment des questions. Est-ce que les spectateurs ont des questions? Alors, je me regarde. Merci, il y a les commentaires, bravo. Merci. Ah, il y a une personne qui est en Mongolie que je connais, qui est en train de regarder, qui s'appelle Gotika. Je la connais, on s'est rencontrés quand j'étais là-bas. Ouais. Elle nous suit. Heureuse d'être là. C'est magique. Ça, c'est la magie d'Internet. On est en direct dans le monde. C'est super. Nouvelle-Calédonie, Mongolie, Suisse, l'Alsace aussi, un autre monde. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'aujourd'hui, les gens sont timides. C'est vrai que nous sommes lundi, il est 11 h, donc certes, il y a quand même pas mal de personnes là, mais il y aura un replay et les gens vont quand même voir ce qui s'est passé. Donc, on ne voit pas de questions arriver. Je vais vous demander, chacune de vous, avoir un mot de la fin. C'est-à-dire, quand je parle du mot de la fin, une phrase. Une phrase. On ne va pas aller dans des grands discours. Une phrase. On va commencer par Céline. Oh, c'est dur de commencer. J'ai envie de terminer sur croyez en vous, les filles, et croyez en vos idées. Ça sera tout ça. Quelqu'un a dit c'est Damon tout dit, donc il n'y a rien à dire en fait. Oui, excuse-moi Céline. C'est Annick qui est ma belle-sœur. Salut, je lui passe un coucou. Oui. Donc voilà, croyez en vous et ça se fera. Croyez en vos idées. Non, là, tu dépasses. C'est bon, c'est bon. Marie, à toi. Moi, j'aime bien ma phrase, enfin, celle qui me motive, c'est soit le changement que tu veux pour le monde de Gandhi. Gandhi, oui. Ouais. Super. Et Arlande? On ne t'entend pas. Oui, excusez-moi, j'avais de la visite tout à l'heure, alors je me suis dit que je coupe le son pour pas trop polluer. Ouais. Moi, je dirais remplacer le « tu ne peux pas le faire » par « comment je dois faire pour y arriver ». Voilà. Super, super, super. Merci en tout cas pour vos échanges qui étaient passionnants, positifs et pleins d'espoir pour les jeunes, qu'elles soient handicapées ou valides. Vous avez vraiment montré que les choses sont possibles étant des femmes, étant des mamans, étant surtout des personnes qui ont envie, qui veulent persévérer dans ce qu'elles font. Et je suis vraiment heureux d'avoir démarré cette rubrique débat d'idées avec vous parce que là, on va vraiment vers je ne vais pas dire un nouveau monde, mais une autre vision de voir les choses, l'entrepreneuriat, le handicap. J'aime souvent poser des questions, enfin, j'aime souvent mélanger les publics. Attendez.
il y a peut-être une question. Ah non, c'est bravo à toutes les trois, merci. Ce live stimulant. Ouais. Bon, on dit pas, on m'oublie, moi, c'est quoi ça? Je plaisante. Donc, je vous remerciais pour ça et vraiment, moi, je vais terminer par une phrase que j'aime souvent. C'est une citation de mon père qui dit tout en fait. Il dit tout simplement que il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé. Il faut essayer pour ne pas regretter. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à Internet parce que c'est grâce à ça que nous sommes là. La magie d'Internet nous permet de communiquer de partout. Nous sommes en Mongolie, en France, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je vous remercie et je vais laisser le live. Je vais laisser le replay sur les différents supports et je vais créer un groupe de discussion privée d'Évélancez-vous où les débats pourraient continuer là-bas. Aussi, les gens ont des questions, ils les poseront dans ce groupe-là. Et voilà. Donc, merci à vous et merci beaucoup pour ce que vous apportez aux femmes. Merci Yves. Merci beaucoup Yves. Merci mesdames. Merci, merci Marie. Merci, au plaisir. Allez, au plaisir. Et bonne semaine à toutes. Et bonne nuit. Là, il est 22h, là, je pense, Marie. Hein, il est 23h. Couché. Couché. Bonne nuit. J'espère qu'on n'a pas réveillé les enfants. Non, c'est bon. Allez, Okay. Bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine à toutes. Allez, merci. Salut.